Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots ce soir pour ouvrir les festivités du mois de juillet. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir à tous. Dernière ligne droite avant donc ces vacances bien méritées que vous méritez tous. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver donc pour ouvrir ce mois de juillet en compagnie de Serge Bertrand pour ce live numéro 54 qui va venir, Sonia, nous présenter son livre Les deux visages du chaos aux éditions Les Presses Midi. Tu vas avoir l'occasion de nous parler de ce livre, chère Sonia. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? Un polar, comme c'est une suite sans être une suite parce que ça peut se lire indépendamment du premier. Donc, ils doivent tous mourir, que j'avais chroniqué au mois de décembre ou janvier, ici même. Et donc, un bon petit polar aussi avec deux tueurs en série, pas tout à fait finis, on va dire un petit peu frais pas gang, très beaucoup, on va dire. Eh ben, en tout cas, ravi de t'écouter dans quelques instants. Puis, bien entendu, nous aurons l'extrait de Marie où elle y a mis quelques petits bruitages. Encore une fois, vous connaissez le principe de l'émission. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit casque si vous en avez un. Je sais que Serge en a un, en tout cas, et j'espère qu'il entendra bien le son. Et puis, bien sûr, nous aurons la question de l'invité et le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur notre cher ami Serge Bertrand? Oui, Serge. Serge, c'est Serge, c'est notre Serge, et puis c'est quand même un rocker, c'est le rocker, donc forcément il écrit comme il joue, voilà, c'est ses deux passions, et donc ce qu'il écrit c'est très très rock'n'roll, et d'après ce que j'ai compris c'est même carrément du hard rock là. Le dernier il est bien bien violent, mais avec toujours beaucoup d'émotions, et tout ce que Serge est capable d'être et de nous donner. Donc j'ai hâte de notre petit échange. Eh bien, quand on t'écoutera dans quelques instants, et je rappelle pour les habitués de cette émission, ou pour ceux qui nous découvrent ce soir, que vous pouvez retrouver cette émission chaque mercredi et chaque vendredi à 19h30 en direct sur Facebook et sur YouTube. Attention, je tiens à préciser qu'à partir de septembre pour la saison 2, puisque là on est sur la dernière ligne droite de la saison 1, toutes les émissions seront diffusées sur la page Facebook Entre l'encre et les mots sur YouTube. Donc voilà, je sais que les filles ont hâte aussi d'entamer cette saison 2 vu la programmation qui nous attend. Mais en tout cas, en attendant, on va recevoir notre cher ami Serge Bertrand pour la dernière ligne droite de ce mois de juillet. Tout de suite, Serge Bertrand. Notre cher ami Serge Bertrand qui est avec nous ce soir. Bonsoir Serge. Bonsoir. Ravi de t'avoir avec nous, Serge, pour nous parler donc de ce dernier livre que tu as écrit, de ce deuxième polar, Les deux visages du chaos, aux éditions Les Presses Midi. Donc, tu connais le principe de l'émission, hein, on en parlait tout à l'heure en off, Oui, tout à l'heure. Tu vas avoir l'occasion de nous présenter ta bibliographie, mais surtout nous parler donc de ce dernier livre. Mais avant toute chose, comment tu vas? Je vais très bien, d'autant plus que comme j'ai commencé à te dire, je reviens d'un voyage merveilleux à l'île de Zanzibar, une île paradisiaque, et j'avais besoin de me recharger en images et surtout de me reposer parce que je suis en dédicace tous les samedis, des fois dans la semaine, dont je mène un train d'enfer. Et je suis heureux d'aller au-devant des lectrices et des lecteurs. Mais bon, je dépense quand même beaucoup d'énergie. Donc, cette petite ritournelle à l'île de Zanzibar m'a fait un bien fou parce que c'est une île paradisiaque. Imaginez des kilomètres de plages de sable blanc avec des dégradés de bleu turquoise et des cocotiers et des gens d'une rare gentillesse. Voilà. Donc, j'arrive et je suis à fond la forme. Eh ben écoute, t'es à fond la forme, en tout cas, pour passer ce moment avec nous. Donc, on l'a dit, hein, pas d'heure, une heure, on a une heure du début, mais on n'a pas d'heure de fin pour nous parler de ce livre. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne te connaissent pas, bon, tout le monde te connaît, Serge Bertrand, qui ne connaît pas Serge Bertrand à Marseille, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots, nous dire qui est Serge Bertrand? Alors, Serge Bertrand, c'est un enfant d'après-guerre qui est né en fin 53 dans les contreforts de Notre-Dame-la-Garde, le quartier d'Andoum exactement. Et donc, j'ai eu une enfance un peu difficile à la maison et chez le curé et à l'école parce que, bon, il fallait marcher droit, le crâne rasé, la blouse bleue.
Et c'était pas évident. Mais j'ai eu la chance de vivre à fond la révolution culturelle des années 70. Et de là, j'écoutais en boucle les Beatles et les Rolling Stones et j'étais passionné par cette musique. Alors, j'ai été rocker pendant 30 ans de ma vie. Euh, et la journée, j'étais comptable pour le service sanitaire de la ville de Marseille. Et la nuit, j'étais sur les planches avec mes groupes. À partir de là, donc, c'était une vie de fou, puis une double vie. Et puis, lorsque j'ai arrêté pour plusieurs raisons la musique, d'abord parce que il y a un temps pour chaque chose. J'avais tellement d'images dans ma tête, tellement de bons souvenirs, parce que je suis aussi voyageur, je parcours le monde et je continue de le faire. J'ai eu envie de témoigner et j'ai fait un premier livre qui s'appelle Destination Rock où j'explique comment, de mon rêve d'enfant, je suis arrivé à le réaliser. Alors, c'est Ah, pas celui-là, voilà, c'est il- Destination Rock. Et j'explique dans ce livre comment j'arrive à réaliser mon rêve, c'est-à-dire me retrouver sur scène, faire des disques et des tournées. Voilà. Alors, c'est avec les joies, les peines, les succès, les échecs, etc. Et le deuxième, dans le feu du tempo, c'est la suite. Alors tout ça, c'est entremêlé de voyages à travers le monde, où je fais des rencontres, où je vis des choses quand même exceptionnelles. Et dans le deuxième, dans le feu du tempo, je parle de la frénésie sur scène, jouer devant des milliers de bikers, le circuit Paul Ricard, l'affaire de Nîmes, tout ça. Donc ces deux livres, c'est le reflet de mon parcours de rocker et de voyageur. Et lorsque j'ai fini ces deux, ça a eu beaucoup de succès puisque les deux livres sont arrivés au Québec. Ça a beaucoup plu aux lecteurs québécois et ils m'ont invité à faire une dédicace à Montréal et à Québec. Et ça a été un succès fou. Et à partir de là, donc, les lectrices, surtout les lectrices, parce que les lecteurs, ils viennent, mais ils sont moins nombreux, m'ont dit, il faudrait, on attend le troisième. Et j'ai dit, non, le troisième, je ferai que me répéter, c'est pas le but. Mais fais-nous quelque chose, on aime ton style, etc. Alors, comme depuis que je suis adolescent, je lis un polar par semaine, je suis cinéphile, et le style du polar, thriller, ça fait partie de ma culture, et c'est ce que j'aime le plus, je me suis dit, après tout, je me lance le challenge, je vais faire mon propre polar, et comme je suis Marseillais, un authentique Marseillais, j'ai dit je vais faire mon polar dans ma ville. Et je l'ai fait. Et il se trouve qu'ils doivent tous mourir remporte un grand succès parce que tous les samedis, bon, il y a beaucoup de monde qui viennent l'acheter et qui viennent me poser des questions. Et lorsque j'ai fini celui-là, ben, j'ai dit, allez, en avant, je vais garder les personnages, dont le commissaire Blanchard et sa collaboratrice Mélusine Merle, et j'ai fait un deuxième dont on va parler ce soir. Et là, pour information, alors les deux sont publiés par les Presses du Midi, et mon rêve, c'est de faire une trilogie sur Marseille, puisque tous les bouquets, leur spécificité, c'est que l'histoire se passe entièrement dans les rues de Marseille sur un rythme d'enfer. Alors le premier, il a une dynamique particulière. Le deuxième, il est plus psychologique parce qu'il y a des personnages très sombres. Et je suis en train d'écrire le troisième, où là, bon, c'est un peu le scoop que je vous donne, où je vais revenir sur l'enfance de mes personnages parce qu'ils ont une enfance sombre et je vais révéler pas mal de choses. Voilà. Et ça va être, ça va monter encore en intensité. Et je suis en pleine écriture de ce troisième livre. Donc, mon but, c'est de faire une trilogie sur Marseille en tant que polar policier. Voilà. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi pour cette présentation. Je pense que tu as tout dit. On peut arrêter l'émission maintenant. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Non, non, non. Non, mais en tout cas, merci à toi en tout cas pour cette présentation. Donc, on rappelle hein, que tu es avec nous pour nous parler de ce livre, hein, Les deux visages du chaos aux éditions Les Presses Midi. Je salue hein, toutes les personnes qui arrivent. Il y a déjà pas mal de questions qui arrivent. Donc, une question de Frédéric qui est avec nous. Bonsoir. Qui nous dit, Serge, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir écrivain? Hormis le fait de plaire aux filles. Frédéric. Je pense que c'est le Frédéric que je connais très bien. Frédéric Ricard, Oui, je vois qui c'est. l'habitué. Alors,
Ben, tout simplement parce que j'avais beaucoup de choses à dire. On peut pas. En fait, je me prétends plutôt auteur qu'écrivain parce que j'ai pas la prétention de faire de la philosophie, mais j'avais beaucoup de choses à dire et pour les dire, ben je suis passé par la plume et je me suis exprimé. Et il se trouve que je suis arrivé à faire passer l'émotion et les gens sont venus me voir. J'ai d'énormes exemples à ce sujet. Ils m'ont encouragé. Et depuis, je suis sur une vague et je surfe. Et je vais. Mon but, c'est d'aller le plus souvent possible à la rencontre des lectrices et des lecteurs. Parce que pour moi, c'est un moment magique que je passe avec eux. Parce que soit ils m'ont vu sur Facebook, ils veulent acheter mes livres, ou soit ils ont déjà mes livres, ils viennent me poser des questions. Et dans les deux cas, c'est que du bonheur pour moi. Voilà. Ce qui me plaît le plus, c'est la rencontre avec les gens. Et tous les samedis, je suis avec eux. Et c'est que du bonheur. Voilà. Eh bien, en tout cas, bah, merci beaucoup, hein. C'est vrai qu'on te voit, si on a la chance de te suivre sur les réseaux, en tout cas, si les gens ne le font pas, il manque à leur rappel, puisqu'on rappelle qu'on peut te retrouver donc sur Facebook, hein, Serge Bertrand, mais aussi, on peut aussi te retrouver sur Instagram, Serge Bertrand, auteur. Oui, j'ai un Où- site tout public, donc chacun peut venir et partager avec moi les questions ou voir simplement les chroniques des professionnels en retour de eh mes ben, livres. écoute, on aura l'occasion effectivement tout à l'heure d'entendre la chronique de Sonia. Mais une question aussi de Dominique Guénin, que tu connais, qui est avec nous. Bonsoir, Bien qui nous sûr, dit: bien sûr. Coucou Serge, qu'est-ce qui t'intéresse dans le polar aussi noir? Puisqu'on rappelle que tu te lances dans le polar noir. Oui. Alors, Dominique, je te salue et de toute façon, on va se voir samedi. Ben, ça fait partie de ma culture parce que quand j'étais adolescent, je lisais Stephen King. Maintenant, je lis Jo Nesbø, je lis Minier. Tous ces gens indirectement m'ont influencé et j'aime le côté noir. Un polar, c'est pas une romance. Il faut quand même que ça soit percutant, que le lecteur soit pris par une émotion et par un suspense. Et c'est pour ça que j'ai développé le côté noir, parce que je m'y Bon. retrouvais plus facilement. Laurent Alain, bonsoir Laurent, qui nous dit: Bonsoir Serge, dans tous tes souvenirs, à ce jour, quel est le plus beau et quel est le plus touchant? Alors, il y en a énormément de souvenirs, mais le plus touchant, c'est au cours d'une dédicace, il y a une jeune fille qui est venue à ma rencontre. Elle était sur un fauteuil roulant et elle est venue directement vers moi. Elle m'a dit: Écoute, Serge, j'ai lu tous tes livres, je te suis sur Facebook, j'adore ton profil. Et je savais que tu allais venir. Moi, j'habite cette ville et je tenais absolument à te rencontrer. Alors, elle m'a dit: Mais j'ai deux faveurs à te demander. Alors, d'abord, elle m'a dit: Tes livres m'ont touché au plus profond de mon âme. Déjà, pour moi, c'était énorme d'entendre ça. Tu fais passer l'émotion, vraiment, c'était super. Elle m'a dit: Voilà, j'ai deux faveur à te demander. D'abord, je voudrais que tu me dédicaces le livre. J'ai dit: évidemment, pas de problème. J'ai signé. Et elle m'a dit: maintenant, je voudrais prendre une photo avec toi. J'ai dit: mais avec un énorme plaisir. Elle me dit seulement: mes jambes ne me portent pas. Il faut que tu viennes à côté de moi. Je vais me tenir à toi et toi, tu vas me soutenir. Et comme ça, je me hisserai sur la force de mes bras et on pourra prendre une photo ensemble. Et c'est ce que j'ai fait et j'étais tellement heureux de le faire. Et lorsque je l'ai fait, il y a une personne, un auteur qui nous a pris en photo. J'ai regardé son visage, elle était complètement illuminée. On aurait dit que je lui avais donné la lune. Et des moments comme ça, évidemment, je ne pourrais pas l'oublier, mais c'est ce côté-là qui m'intéresse. Voilà, c'est ce que j'appelle des moments magiques. Et bah, je pourrais en parler d'autres, mais celui-là particulièrement m'a profondément touché et je tenais à en parler. Eh ben, écoute, en tout cas, merci à toi de nous partager ce témoignage émouvant avec nous, hein. Donc, on rappelle que tu es avec nous pour nous parler donc de ton dernier polar. Et j'invite toutes les personnes qui nous regardent ce soir, et je vois qu'il y en a quand même pas mal qui arrivent, de poser leurs questions.
Jacques Quilou, bonsoir Quilou. Ah, Jacques ben qui nous oui, dit coucou les amis, c'est Serge, un manin. penses-tu qu'en partant alors, qui dit coucou les amis, Serge, penses-tu qu'en partant à l'étranger, as-tu pu ramener des histoires? Serge, j'adore ce que tu fais. Merci de nous toucher avec tes mots. Merci, Alors bon, je Jacques. salue Kilou qui est un ami et je suis content que tu viennes nous rejoindre sur l'émission. Ben là, tu sais, je suis parti à Zanzibar, c'était plutôt pour me reposer. Tu connais ma situation de famille et surtout pour faire le vide et pour me charger d'images nouvelles. Bon, et l'île de Zanzibar, comme je disais précédemment, c'est des couleurs, c'est des dégradés de bleu turquoise, c'est une lumière très très intense et c'est un dépaysement total. Donc après, faire un polar qui se passe là-bas, je passe pas pour l'instant, mais je n'ai rien ramené, si ce n'est un équilibre dans ma tête et un dépaysement, et je me suis chargé d'images, voilà, pour répondre à ta question. Merci, Kilou, pour cette question. Joël Vialat, les éditions rédactives qui sont avec nous, qui nous Ah dit oui. bonsoir à tous, bonsoir Serge, pardon. Serge, est-ce que tu écris sur fond musical et si oui, lequel? Alors Joël, je te salue, je pense que je te verrai aussi samedi avec Rédactive. Et non, lorsque j'écris, j'ai besoin de calme. Si je mets de la musique, ça va me distraire et je reste dans la concentration. Il faut savoir que lorsque j'écris, je suis complètement habité par mes personnages et quand je suis dans l'inspiration, ça arrive souvent la nuit. La nuit, c'est le moment où j'ai les meilleures idées. Alors, ce que je fais, c'est que je me lève, et je note les idées parce que par expérience, je sais que si j'attends le lendemain, j'aurais oublié l'idée. Et la nuit, c'est souvent de très bonnes idées qui arrivent. Alors, non, j'ai pas de fond musical pour écrire. Il me faut le silence, c'est ma façon de fonctionner. Mais je peux écrire à tout moment lorsque l'inspiration vient. Voilà, D'accord. j'ai répondu à Et, ta question, Joanne. Et, Oui. et justement, tu disais en début d'émission justement que tu t'es lancé dans la musique, hein, tu as été rocker. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience de rocker que tu as eue, qui a aussi un petit peu influencé tes écrits, puisque tu as écrit ton autobiographie dans le tempo du feu et l'autre, Destination Rock. Est-ce que tu peux nous parler de cet épisode musical que tu as traversé dans ta vie? Ben, ça a été une passion parce que quand j'écoutais Led Zeppelin, les Rolling Stones, tout ça, c'est eux qui m'ont fasciné au point que de me donner envie de monter sur scène. Et après, j'ai eu une expérience professionnelle parce que j'ai eu la chance de signer mon premier disque avec Pierre Barou, celui qui a écrit Un homme et une femme. Et chose, alors là aussi, il y a un côté magique, c'est-à-dire que avec mon groupe, je répétais dans une cave à Montolivet. Et d'un coup, on s'est retrouvé dans le plus grand studio de France, le studio d'enregistrement de France, studio d'Avoue, porte de Montreuil. Et ça nous a permis donc de vivre une expérience phénoménale parce que c'était le plus grand studio avec toute la technologie moderne. Et à partir de là, donc Pierre Barou, qui est un producteur de films, nous a dit, les gars, moi je collabore avec vous, je suis plutôt classique, mais vous êtes rock. Et on a collaboré avec lui, ce qui nous a permis, en 1982, de monter les marches du tapis rouge de Cannes en invité d'honneur. Voilà, enfin, plus exactement, dans mon groupe, j'avais deux chanteuses prestigieuses, puis bon, les musiciens, il y a deux guitares héros, une basse, une batterie. C'était une couleur hard rock, mais avec des, des chansons originales. Et une des chanteuses, pendant que j'étais parti au Pérou avec ma petite amie de l'époque, elle a répondu à une annonce, grande maison de production demande une chanteuse avec des textes, avec des morceaux originaux pour les besoins d'un film. Et elle a envoyé son dossier de presse et finalement, elle a été sélectionnée sur 500 filles et ça a été là aussi magique. Et à partir de là, on a connu une expérience professionnelle sur Paris
tournée française, le Midem, etc. Voilà la première scène. Puis après, bon, j'ai continué avec d'autres groupes. Et le deuxième groupe s'appelait Coyote. Il a duré 15 ans et on écumait toute la région du Sud à compter de 120 concerts par an, notamment le circuit Paul Ricard, la Fiera de Nîmes, les rassemblements de bikers. Et j'ai connu cette frénésie pendant presque 30 ans à fond. Eh ben, en tout cas, c'est un réel plaisir de t'écouter. Et quel enfin, j'ai pas rôle, mais tu étais plutôt quoi? Alors, Guitariste, bassiste? j'étais bassiste. J'étais Bassiste, bassiste d'accord. et je collaborais aussi, je participais à l'élaboration des textes des chansons aussi. D'accord. Parce que Eh j'ai ben, toujours aimé l'écriture et la poésie. Et puis, dans le cadre de la musique, j'ai écrit les textes des chansons. eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Il y a Laurent qui nous dit, tu as écrit Destination Rock. Pourrais-tu écrire Destination Slow? Euh, non, non, je pourrais pas. Parce que j'ai toujours aimé les musiques percutantes. Bon, on a fait des slows, on n'en a pas fait, mais on a fait des morceaux lents, des morceaux mélodiques. Mais quand même, ce qui me plaît le plus, moi, c'est le tempo AC/DC, Van Halen, Deep Purple, Led Zeppelin. Voilà, c'est les choses qui martèlent, qui emportent bien, tout sur Hmm. son passage. Mais Ok. par Tu aimais contre, Johnny le Hallyday? côté non, non. Pour moi, bon, Non. c'est un très bon interprète, mais pour moi, c'est pas. C'est un bon interprète, voilà. C'est pas, pour moi, Allez. c'est pas un rocker, voilà. Mais ça engage que moi ce que je dis. Bah, pas de problème. En tout cas, on rappelle que tu es avec nous pour nous parler de ce livre, Les deux visages du chaos, aux éditions Les Presses Midi. Est-ce que, moi, ce que je te propose avant, bon, quoique, on va, comme je vois, il y a deux questions un petit peu, qui ne concernent pas encore ton livre, donc on va en profiter pour les poser tout de suite. Joël qui nous dit, est-ce que Freddy, né à Zanzibar, pourrait être un personnage de roman noir? Et après, on écoutera la chronique de Sonia. Alors, c'est-à-dire, bon, moi, c'est vrai que l'île de Zanzibar, c'est l'endroit où est né Freddie Mercury, dans le quartier indien, mais je comprends pas sa question par rapport au roman Alors, noir. Elle ne s'est pas alors, affichée la question, c'est pour ça. non, non, parce je l'ai vue. Alors attends, c'est pas grave. Bon, Joël, si tu peux juste reformuler ta question, s'il te plaît. En attendant, je te pose la question de Dominique qui nous dit, est-ce que tu lis pendant que tu écris ou bien est-ce impossible pour toi au risque d'être influencé dans tes écrits? Oui. Alors, oui, je lis beaucoup et là, en ce moment, je lis beaucoup les livres des copains auteurs. Là, en ce moment, je lis un livre de Angelina Bucci, qui est un auteur de Avignon que j'ai rencontré, avec qui j'ai sympathisé. Et c'est un polar. Bon, et, je lis l'après-midi et après, je passe à mon écriture. Euh, En réalité, j'organise ma journée lecture, écriture. Et aussi un peu de jardinage, parce que c'est mon côté zen où je respire, où je prends le soleil et où je vois pousser mes tomates. Et c'est un réel plaisir. Eh ben, en tout cas, merci en tout cas d'être avec nous pour nous parler donc de ton univers. Ce que je te propose, puisque je sais qu'elle est impatiente de nous rejoindre, c'est de recevoir donc Sonia Robinard pour la chronique. Ah, Notre chère amie Sonia Robinard, Sonia, croqueuse de livres, impatiente de venir te chroniquer ce livre, hein, on l'a dit, le chaos, pardon, Les deux visages du chaos aux éditions Les Presses Midi. Mais avant toute chose, Serge, est-ce que tu peux nous parler vraiment du synopsis de ce livre, vraiment de quoi ça parle et comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre, avant d'écouter notre amie Sonia? alors le premier livre, j'avais voulu, comme c'était mon premier polar et que c'était pour moi un exercice nouveau, parce que les autobiographies, il suffisait que je me souvienne, que je sélectionne les plans qui étaient le plus porteurs pour intéresser les lectrices et les lecteurs, mais c'était un travail de mémoire. Tandis que là, c'était un travail de création. Alors, ça se passe, j'ai imaginé que ça se passe dans les rues de Marseille, à tambour battant, et j'ai voulu que ça soit
percutant. C'est-à-dire que dès le premier chapitre, il y a 5 policiers qui sont tués et il y a l'enquête qui suit. Pourquoi ces policiers ont été tués? Il y a un détenu à l'évêché qui a été libéré, mais qui c'est ce gars et pourquoi, comment? Voilà. Et il n'y a pas une minute de répit jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement. Et dans le deuxième, c'est une autre démarche. Bon, il y a aussi le. Je voulais pas qu'il y ait de longueur, je voulais pas qu'il y ait de fioritures. Mon style, c'est cash, voilà. Je mets pas de filtre et j'envoie l'action parce que pour moi, un polar, il faut que ça soit l'action, le suspense, les rebondissements. C'est ma façon d'envisager le polar. Le deuxième, j'ai imaginé 2 personnages très sombres, un qui représente le bien et l'autre le mal. Celui qui représente le bien, c'est un petit gars avec une capuche, je l'appelle l'ange gris. Et ce gars, il se promène dans les rues de Marseille, et chaque fois qu'il tombe sur une bande de racailles qui fait la misère aux autres, il les fracasse. Et il parcourt la ville et il règle ses comptes. Alors on ne sait pas pourquoi il fait ça, parce que finalement il fait le travail de la police, et il se balade, et chaque fois qu'il voit quelque chose qui ne va pas, qui ne lui convient pas, il met à l'heure, il règle ses comptes. Et l'autre, alors, c'est un serial killer qui tue aussi bien les femmes que les hommes, et il a une double vie, ce gars. Et ces 2 personnages, dans mon récit, vont cohabiter, mais ne vont pas se rencontrer directement parce que ils vont évoluer chacun de leur côté et ils vont faire quand même pas mal de dégâts dans la ville et ils vont créer beaucoup de soucis au commissaire Blanchard et à sa collaboratrice Mélusine Merle. Et après, dans l'histoire, bon, ils vont se rencontrer, etc. Je ne veux pas tout dévoiler parce qu'il y a énormément de détails, énormément de choses et il y a ça monte en crescendo. C'est aussi ma façon de monter les histoires, c'est-à-dire que je supporte pas, parce que étant passionné par les polars, je citerai pas de nom bien sûr, mais des fois il y a des bouquins de 900 pages où on tourne, il se passe rien, et alors oui, il y a 900 pages, mais il y en a 300 qui servent à rien parce qu'il se passe rien. Alors, j'avais cet exemple-là, et je m'étais dit, si je fais un polar, ça ne sera pas ça. Il y aura l'action dès le départ et je garderai le rythme jusqu'à la fin. Bon, c'est ce que j'ai fait dans ces 2 livres et ce que je vais encore plus faire dans le 3e livre. C'est mon style, c'est ma griffe, je fonctionne comme ça. Voilà. Eh bien, écoutons, on va voir effectivement si c'est réussi en écoutant notre chère amie Sonia. Quel plaisir de retrouver à nouveau Patrick et Mélusine après avoir suivi leurs aventures dans Ils doivent tous mourir. Cette fois-ci, ils vont devoir faire face à 2 meurtriers, au mode opératoire un peu particulier. Le premier, style vengeur masqué, avec juste ses mains et ses jambes, fait tomber à terre les malfrats, la petite vermine, qui sévissent dans les rues de Marseille, et ce jusqu'à la mort presque à chaque fois. Le second, quant à lui, plus manipulateur et pervers, prend son pied à l'aide d'un couteau, et ce, à la fin d'un acte sexuel. Le plus macabre dans tout cela, c'est que Patrick reçoit personnellement des colis d'un genre, disons-le subtilement, pas très ragoûtant. Entre violence, drogue, crime et banditisme, c'est le chaos total à Marseille. L'équipe de choc d'enquêteurs parviendra-t-elle à mettre fin à toute cette escalade d'horreur? Avec ce 2e polar, Serge m'a immergé dans les recoins d'une ville proche du chaos. Enquête palpitante que j'ai suivie avec passion. 2 petits bémols malgré tout. Et oui, Serge, il en faut. Trop de descriptions de temps en temps qui m'ont personnellement ralenti dans ma lecture. Et des répétitions dans les dialogues qui, à mon avis, n'avaient pas lieu d'être. Comme par exemple, oui, je suis le docteur légiste, voilà. Je n'ai pas retrouvé l'écriture fluide de Serge que j'avais l'habitude de lire. Cela vient peut-être de moi ou du moment. En revanche, j'ai adoré suivre de nouveau notre duo, qui ont avancé dans leur vie personnelle et qui ont une fois de plus réussi à m'embarquer avec eux. Ils sont à la fois touchants, percutants dans leur analyse et attachants. Bref, ce sont presque des amis que l'on reprend plaisir à retrouver. Désolée pour le bafouillage, ce soir j'ai un petit peu de mal. Non,
Écoute, Sonia, merci infiniment parce que chaque fois, tu as l'art et la manière de rentrer dans l'esprit de mes livres et je te remercie infiniment. Merci à toi. Ça fait un plaisir de te relire à nouveau. Et j'ai eu la chance quand même de lire les 4, hein. Eh bien oui, bien sûr, oui. Voilà. Mais Donc, mais justement, qu'est-ce que tu as envie de rajouter, Serge, à ce que vient de dire Sonia? Parce que comme tu dis, elle a Ben, lu tous tes livres. À chaque fois, on le oui, oui, rappelait tout oui. à l'heure, effectivement, à Disons chaque que fois, tu es. chaque fois, c'est un thème différent quand même. Bon, il y a mon style, mais chaque fois, j'évoque des histoires différentes ou des descriptions différentes. Après, lorsque tu dis les bémols, trop de descriptions, la description, ça me semble indispensable pour la narration d'une histoire. Et après, les dialogues, bon, ben, c'est vrai que dans mes deux polars, c'est le médecin légiste qui mène la barque parce que c'est lui qui amène les éléments après autopsie, après analyse. Il arrive à donner des pistes à l'inspecteur. Et l'inspecteur, il a vraiment besoin du légiste pour avancer dans l'enquête. Et après, il fait la part des choses, il analyse les éléments et ça lui permet de trouver l'énigme. Mais c'est vrai que la légiste, dans les deux livres, le légiste dans le premier et la légiste dans le deuxième, ont une importance capitale. c'est ça. Il y a, il y Mais a- ce que je voulais dire dans les répétitions, en fait, c'est par exemple quand le légiste appelle pour donner les éléments qu'il a trouvés lors de l'autopsie, en fait, ben, tu dis au début, ben, c'est le médecin, j'ai perdu son nom, son prénom et son nom. Et après, à la fin, oui, merci, docteur. En fait, je veux dire, on sait qui c'est. Et du coup, en fait, tu le rajoutes. Le, Et du coup, c'est le ça, en fait, docteur que j'appelle Vernier, répétition. ouais, ouais, ouais. Voilà, merci. Odile Et du coup, Vernier. c'est ça, en fait, qui m'a bloqué, c'est qu'on le sait en début du dialogue. Quelquefois, c'est dans le milieu, merci docteur Vernier. En fait, juste merci docteur, simple, sans le nom. Et du coup, voilà, c'est ça que. Mais autrement, non, Oui, oui, c'était. oui, Voilà. oui, Donc, d'accord. ouais. C'est vrai, mais Ouais. j'en tiens note et je te remercie de me le faire remarquer. Euh, pour le troisième, je ferai attention à ça. Je mettrai Merci juste beaucoup. docteur. Ouais. Voilà, docteur. Mais justement, vu que là, on parle un petit peu de la construction de ton livre, Serge, de tes écrits, Dominique, qui nous pose la question, Serge, est-ce que tu es plutôt jardinier ou architecte? Donc, on rappelle, hein, pour ceux qui nous regardent, que le jardinier, c'est celui qui va ne pas faire de plan, qui va y aller un petit peu à l'improvisation, et l'architecte, c'est celui qui va construire son plan, comme on construit une maison, d'où le terme architecte. Lequel des deux Alors, es-tu, Serge? je suis le jardinier. Avec des C'est-à-dire petites que, tomates. voilà, c'est ça. Bon, ça fait partie de mon équilibre, surtout en ce moment. Et ce qui est formidable, c'est que la nature prend ses droits. J'ai pas le temps de tourner la tête que le pied de tomate, il a pris 20 centimètres. En plus, avec la chaleur, il j'arrose bien, donc c'est époustouflant. Pour répondre à ça, vous voyez, je me sens plutôt jardinier qu'architecte dans le sens où je ne fais pas de plan pour mes livres. Lorsque je commence, j'ai l'idée du début et de la fin précisément. Par contre, je ne sais pas ce que je vais mettre à l'intérieur. Et c'est une fois que j'ai fait le départ que je garnis les idées me viennent et je garnis le centre, le milieu de l'histoire. Mais j'ai toujours précisément le début et la fin dans ma tête. D'accord, donc on rappelle, hein, qu'on peut te retrouver donc sur tes réseaux sociaux, Facebook, Serge Bertrand, et Insta. À chaque fois que je dis Serge Bertrand, je me trompe, j'ai peur de me tromper de prénom, puisque tu as aussi, on en a l'habitude de se tromper régulièrement, et à chaque fois que je le dis, j'ai peur. Donc c'est bien Serge Bertrand sur Serge Facebook, Bertrand, oui. Serge Bertrand Alors et Serge. j'ai un site Facebook tout public, je suis sur Instagram et je suis répertorié dans toutes les librairies sur le catalogue d'Illicom et je suis sur tous les réseaux de vente en ligne, style Amazon, Babelio, eBook, etc. Donc, si on veut me trouver, c'est pas un problème. Et on peut aussi te retrouver des informations, hein, sur le site de ton éditeur, hein, www.lespressesdumidi.com, où effectivement tu as Voilà. une petite biographie. Et on peut aussi se procurer tes livres sur ce site-là. D'autres questions qui arrivent. Serge, tu voyages beaucoup. Est-ce que tu te verrais écrire un livre sur tes voyages?
Ben, c'est ce que j'ai déjà fait avec mes autobiographies, parce que dans les 2 premiers Destination Rock et Dans le feu du tempo, j'évoque, à peu près 40 pays où je suis, passé et entremêlés de mes histoires de musique. C'est comme ça que sont, mes autobiographies puisque, ça reflète, le récit de ma vie, c'est-à-dire mes 2 passions principales, c'est la musique et les voyages. Dans la musique, j'ai arrêté, mais par contre, je continue à voyager. Et depuis que je suis adolescent, je fais en moyenne entre 3 et 4 voyages par an. Et un voyage en amène un autre, etc. C'est une passion aussi. Et dans les voyages, j'apprends beaucoup de choses. Et il y a le voyage qui se passe avant, pendant et après, au niveau de ce qu'on apprend. C'est-à-dire, avant, on se documente pour réaliser le voyage. Pendant le voyage, euh, on capte les émotions, on apprend beaucoup de choses. Et quand on revient, on interroge Google pour finaliser les connaissances. Donc, c'est complètement une richesse phénoménale et un dépaysement fantastique. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Très bien, merci beaucoup. Il y a René qui est avec nous. Bonsoir et qui nous dit Serge, ça a été de la musique en groupe. Serge, c'est de l'écriture en solitaire. Donc deux états d'esprit différents. Lequel est le plus agréable? Ce sont effectivement deux exercices de style différents. Dans un groupe, c'est un travail de collaboration, c'est-à-dire, bon, moi j'apportais par exemple la ligne de basse et les paroles des chansons. Après, il y avait le tempo de la batterie, les accords du guitariste et le chant. Voilà. Dans l'écriture, je suis tout seul avec mes émotions. Mais avant, j'utilisais des notes de musique pour faire passer l'émotion, et maintenant, j'utilise des mots. Alors, finalement, c'est la même démarche, à part que là, je suis tout seul. Et je dirais que c'est peut-être plus simple parce qu'au sein d'un groupe, il faut toujours être en harmonie. Après, il y a un des musiciens, il veut plus jouer rock, il veut jouer reggae ou funky. Il y a bon, des distorsions qui se créent. Tandis que là, au niveau de l'écriture, moi, je trace ma route et je sais ce que je veux faire et j'ai de compte à rendre à personne. Voilà, c'est ce que je Hmm. peux dire. Mais les deux m'ont été agréables et je les ai faits avec un énorme plaisir. Donc, écrire un livre à quatre mains, tu ne te verrais pas le faire demain? Si, oui, pourquoi pas, mais il faudrait que j'ai l'opportunité de le faire, oui. Parce que lorsque j'écris, là, je suis le nez dans le guidon et j'ai beau lire, relire, je vois pas mes maladresses qui sont nombreuses et les erreurs que je peux commettre. Alors, mon épouse, quand elle a le temps, elle me corrige. Après, il y a des amis qui m'aident un peu. Et puis, au niveau de l'édition, il y a une bêta lectrice, mais c'est lorsque je propose mon livre qui va décortiquer, revoir les fautes de syntaxe, les fautes d'orthographe, etc., les incohérences ou les répétitions. Mais en règle générale, lorsque j'écris, je suis tout seul et j'ai besoin d'une vue extérieure. Et là, il y a un copain auteur là, qui est en train de lire mon troisième livre et qui va me dire, bon là, c'est balourd ta phrase, je vois plutôt ça que ça, là tu te répètes, etc. On a besoin obligatoirement d'un regard extérieur parce que lorsqu'on est dans la concentration et dans la création, on voit pas, on voit plus rien. On est aveuglé par la fluidité de l'écriture. Hmm. Et le regard extérieur est indispensable. Voilà. Alors évidemment, si je trouvais quelqu'un qui me propose de collaborer avec lui, je le ferais très certainement parce que ça doit être aussi un travail très intéressant. Et d'ailleurs, Kilou, qui appelait tout à l'heure, lui, il travaille avec Jacques-Antoine et il fait les livres. Alors, c'est vrai qu'à deux, il y a une dynamique. Quand il y en a un qui est en perte de vitesse, l'autre, il va rattraper et c'est une richesse, c'est bien. Alors moi, des fois, ben, je suis en perte de vitesse et j'ai personne
il faut que j'attende que l'inspiration revienne ou que je règle mes problèmes pour pouvoir avoir la disponibilité de mon inspiration. Mais D'accord. c'est une expérience que j'aimerais tenter, effectivement. Sonia? Je voudrais juste rajouter une chose. Moi, à chaque fois, j'ai un grand plaisir aussi. C'est au début de chaque chapitre. Ou à la fin plutôt de chaque chapitre, si je ne me trompe pas. C'est les petits extraits petits passages de chansons traduits en français. Parce que moi et l'anglais, déjà, ça fait 2. Et il y a plein de Oui, titres de chansons comme ça. Et ben au moins, j'ai les paroles et puis oui. voilà. Et Alors, il y a la petite référence, c'est ça que ça, j'adore. c'est un peu ma griffe, parce que Mm. depuis que je lis des polars, il y a beaucoup d'auteurs qui utilisent des paroles de chansons ou des paroles, enfin des citations de philosophes, etc. Et c'est en anglais. Et bien souvent, et moi-même, je veux dire, je prends pas le temps de traduire, je tourne la page et je passe à côté des choses. Et j'avais remarqué ça, je me dis, bon, l'idée est bonne, je vais la faire, mais je vais traduire en français. Et là, il y a des tas de gens qui m'ont dit, mais c'est super ce que tu as fait parce que finalement, les chansons des Beatles, on répétait ça en yaourt, on ne savait pas de quoi ça parlait. Et là, tu nous fais redécouvrir la chanson en la traduisant en français. Alors, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de paroles de chansons qui sont toujours en rapport avec le chapitre qui vient de terminer. Mais il y a aussi des citations de poètes, il y a du Gandhi, il y a du Camus, il y a du Baudelaire, de Verlaine, il y a des tas de choses, mais qui sont toujours en rapport avec le chapitre qui est terminé. Parce que j'ai remarqué que ça a mené à la réflexion. Le chapitre fini, hop, on continue sur l'idée, et les gens ils vont découvrir quelque chose. Voilà. Bon, si j'ai pas inventé quelque chose d'extraordinaire, mais ça plaît en général aux gens qui le lisent. Tu as le mérite en tout cas de l'avoir fait et on t'en remercie, hein. Donc on rappelle ce livre Les deux visages du chaos aux éditions Les Presses du Midi. Il y a Joël, tu sais, je ne sais pas si tu t'en souviens, tout à l'heure, elle a posé une question sur Freddie, donc elle a rajouté un petit peu pour la rendre un petit peu plus claire, qui dit Freddie Mercury, dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il pourrait, à ton avis, être un personnage de polar, voire de roman noir? Très certainement, parce que bon, s'il a une telle aura, Freddie Mercury, qu'on peut le mettre dans plusieurs personnages, et pourquoi pas un roman noir. Sans problème, c'est ma réponse. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Et ce que je te propose maintenant, c'est d'écouter l'extrait de Marie. Tout de suite, le jingle. Ah, avec grand. Donc, Marie Méran, la comédienne de l'émission, qui nous a lu donc un extrait de ce livre, Les deux visages du chaos. Donc, comme Serge, n'hésitez pas à mettre un casque sur les oreilles, puisqu'elle y a mis des extraits et même une petite musique, ce que je vous propose d'écouter tout de suite. Marie Méran présente un roman de Serge Bertrand, Les deux visages du chaos, aux éditions Les Presses du Midi. Patrick Blanchard, parisien d'origine, a été muté à Marseille suite à sa demande. Il est grand, beau gosse, les cheveux longs noirs jusqu'aux épaules et les yeux d'un bleu lagon envoûtant. Mélusine Merle, authentique marseillaise, s'exprime avec un accent à couper au couteau. Elle est petite, pulpeuse, les cheveux blonds avec une frange, son regard noisette brille d'une lueur d'intelligence, son sourire est ravageur et son rire communicatif. Le voyage long est éprouvant, mais le décalage horaire s'avère moins pénible au retour qu'à l'aller. À peine arrivés, Blanchard et Merle se rendent directement à l'appartement de Mélusine, en face de la célèbre plage des Catalans, et sombrent dans un sommeil profond et réparateur. Le lendemain, dès le réveil, ils s'accordent une double dose de café corsé et une douche pas trop chaude pour se recentrer dans le trafic. Ils savent très bien que la reprise de leur activité ne sera pas de tout repos. Au commissariat de police Noailles, situé sur la Canebière, où se trouve leur bureau, ils sont accueillis par leur équipe. Le brigadier Picard les attend assis dans le hall avec une autre personne. Lorsqu'il voit Blanchard, il se dresse comme un ressort, se met au garde à vous et fait claquer ses talons. Fidèle à lui-même, le regard vif, la petite moustache bien taillée,
Le crâne rasé bien luisant, la mâchoire carrée crispée, il ne déroge pas à son image de parfait fonctionnaire de police. « Bonjour commissaire, je vous présente le docteur Odile Vernier, médecin légiste qui remplace le regretté Louis Félix. Bonjour docteur, je vous présente Mélusine Merle, brigadier chef et adjoint de mon équipe. Le docteur Vernier, des cheveux blonds coupés courts et de petits yeux verts derrière des lunettes demi-lune, est une femme d'une 40aine d'années. Elle se tient bien droite dans son tailleur gris de marque et s'adresse aussitôt à Blanchard. Commissaire, si vous voulez bien me suivre avec votre adjointe en salle de réunion afin de vous montrer les premiers éléments d'enquête d'investigation. Odile Vernier s'engage dans un couloir étroit, l'allure fière, suivi par Mélusine et Patrick. Picard ferme la marche. La salle spacieuse est équipée d'un bureau, de plusieurs rangées de chaises, d'un projecteur et d'un écran de grande taille. Je vous en prie, prenez place. Bien évidemment, les images que je vais vous montrer sont éprouvantes, d'autant plus qu'il s'agit d'un de nos collègues. Après autopsie, je suis en mesure d'interpréter avec précision les circonstances de ce crime horrible. Pendant que Picard baisse les stores, le docteur Vernier allume le projecteur et l'écran s'illumine. Les premiers clichés montrent en détail et sous différents angles sur le parquet d'un salon la tête et les 4 membres du docteur Félix avec une tronçonneuse posée juste à côté. Sur la porte de la chambre, le buste est cloué avec un pieu. Sur un des murs blancs du salon, en lettres de sang, est écrit « Salut Blanchard » avec un grand A dessous, en signature. Marie Méran. Voilà donc pour cet extrait, Les 2 visages du chaos aux éditions Les Presses du Midi avec Serge Bertrand qui est avec nous ce soir. Donc Serge, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ton livre en audio comme ça? C'est toujours une grande émotion d'entendre la voix de Marie, que je salue d'ailleurs, et qui avait fait aussi un extrait de Dans le feu du tempo, parce que c'est comme avec Sonia, elle rentre carrément dans l'esprit de mon livre et elle sublime mon écrit. Et évidemment, ça me plaît et ça m'enchante. Et j'ai adoré ce passage parce que il y a la diction et il y a les intonations, elle met les temps forts où il faut. Et Marie est une très très grande lectrice, voilà, auteure. Merci beaucoup en tout cas pour elle et on la salue. Et toi Sonia, qu'est-ce que tu veux rajouter sur cet extrait? Elle avait hésité avec le tout début du livre et j'ai dit non. J'y fonce avec la découverte du premier corps et ça donne un résultat super. Franchement, ça met direct dans l'ambiance du livre et voilà. Oui, je confirme. Eh ben, en tout cas, merci en tout cas à tous les deux. Donc, on rappelle Les 2 visages du chaos aux éditions Les Presses du Midi. Tu parlais tout à l'heure. Je voudrais ajouter quelque chose, juste j'ouvre une parenthèse, c'est que je ne sais pas si vous réalisez le travail de la maquettiste pour la couverture. Parce que dans les 2, alors là on voit, mais aussi dans le premier, ils doivent tous mourir, il y a eu un travail fantastique qui a été fait. Et quand on regarde, il y a un relief. Et ce qui est magique là aussi, c'est que les gens qui viennent, ils sont attirés par les couleurs et par les couvertures. Ils lisent le 4e, ils disent, bon, alors il y en a qui me suivent sur Facebook, qui connaissaient déjà, qui voulaient acquérir les livres, mais c'est le relief des couvertures qui fait vendre les livres. Et ça, c'est extraordinaire aussi, parce qu'il y a un graphisme qui est vraiment, ça frise l'œuvre d'art, je trouve. Et bon, en tout cas, on félicite effectivement et toute la team, comme nous dit Pascal, effectivement, la graphiste. Donc vraiment, merci beaucoup à elle. Et justement, tu parlais tout à l'heure, Serge, de tes personnages. Il y a une question intéressante de René qui nous dit, dans vos personnages, y en a-t-il que vous analysez profondément avant de les faire agir? Oui, parce que quand je vois les personnages dans ma tête, je suis habité par eux et je les vois comme s'ils étaient à côté de moi et j'ai pas de souci pour les décrire. Alors après, il faut que je dose la description pour pas qu'il y ait trop de description, mais que ce soit quand même assez explicite.
Mais effectivement, oui, je les analyse, bien sûr. D'accord. Hop, allez, on enlève la question. Serge, tu voulais rajouter quelque chose? Non, ça va, ça va. Ah non, je pensais que tu faisais signe pour dire quelque chose. Sonia, est-ce que tu veux rajouter Non, quelque non, chose non, avant? c'est simplement mon épouse qui arrive et la porte vitrée de la verrière est fermée, mais elle va faire le tour. Donc, j'ai pas quitté l'antenne. C'était juste que j'ai Quand été. même, laisse pas ta femme dehors, hein, laisse-la rentrer dans la maison Non, quand non, même, non, hein. non, non, mais elle a les clés, elle va passer par la porte. Voilà. J'ai été, Moi, j'espère. mon attention était attirée. Voilà, je vous écoute. Non, non, en tout cas, ce que je te propose, c'est d'écouter la question donc de l'invité et ensuite, on va t'expliquer ce que c'est le principe du passage de relais, comme on l'appelle, et ensuite, on en parle. Alors, avant de recevoir Séraphine qui va venir nous faire le portrait, enfin ton portrait, mon cher Ah Serge, oui, oui, nous, d'accord. nous avons un nouveau rituel dans cette émission, Entre l'encre et les mots, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui est Entre l'encre et les mots. Aujourd'hui, on s'intéresse à Serge Bertrand. La semaine dernière, on a reçu un autre auteur que tout le monde connaît. Sonia va nous parler de son livre dans quelques instants. C'était donc Jacques Verrecchia, avocat de Johnny Hallyday, hein, donc il nous a écrit son autobiographie, qui a commencé lui aussi dans la musique, qui a passé 50 ans de sa vie aux côtés donc du rocker. Il a écrit un bouquin. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Comme il dit, c'est une autobiographie, donc il ne parle pas que de Johnny, il parle de toute sa vie aussi en tant que musicien. Après, en tant que comment il est devenu avocat, il parle des tournées qu'il a fait avec des grands chanteurs et des grandes chanteuses comme Nicole Croisy ou Sacha Distel et ça, des petites anecdotes. Et c'est vrai qu'il était aussi ami et confident de Johnny, il n'était pas que son avocat. Et bon, bah, c'est vrai que sous le secret professionnel, il n'a pas tout pu dire. Et avec pudeur non plus dans son livre, il ne dit pas tout. Et c'est ça aussi qui est bien. Et on apprend plein de petites choses. Et parce qu'on a connu l'homme public qu'il était, Johnny, mais on connaît aussi maintenant un peu plus l'homme en privé. Et tout ça grâce à lui. Et c'est un livre que j'ai adoré lire. Voilà, mais effectivement, Avocat du patron, donc de Jacques Verrecchia aux éditions Mareuil. Donc effectivement, Serge, quand on lui a posé la question en lui disant, bah voilà, la semaine prochaine, on va recevoir notre ami Serge Bertrand, qui a lui aussi fait de la musique, qui lui aussi est auteur et auteur de polar. Voici sa question. Bien écoutez, moi je ne connais pas son œuvre, malheureusement je vais m'y intéresser, donc je ne peux pas l'interroger là-dessus sur ses écrits, mais par contre je suis un spécialiste de la basse et j'adore les bassistes. Donc je vais lui poser une question très spécifique sur les bassistes, peut-être une colle. Je vais lui demander s'il est plutôt Noel Redding de Jimi Hendrix ou Mitch Mitchell du groupe Cream avec Eric Clapton. Entre les deux bassistes, est-ce que son cœur balance? Alors, je Voilà voulais donc. juste, je voulais apporter un petit détail, c'est-à-dire que Noël Reddy, effectivement, c'était le bassiste d'Hendrix, mais Mitch Mitchell, c'était le batteur, c'était pas un bassiste, c'était le batteur de Jimi Hendrix aussi. Donc, je pense que tu as fait une erreur sur le deuxième. Ça, j'en suis certain, puisque j'ai suffisamment écouté pendant des années Jimi Hendrix pour être sûr de ce que je te dis. Mais je Ah bah, pense que c'est tu pas as moi, dû. hein, c'est lui, Ouais, hein, ouais. c'est monsieur Non, Jacques non, mais Verrecchia pour qui a posé la répondre, question, hein. voilà. Mais je pense qu'il doit être parmi nous, il doit être sur l'antenne. Voilà. Alors, je ne peux pas répondre à la question dans la mesure où il parle d'un bassiste et d'un batteur. Donc, je ne peux pas faire de comparaison sur les personnages. Eh ben Voilà, écoute, dans la bah, merci. question, ouais. Eh ben, écoute, on essaiera effectivement d'avoir une petite précision donc de sa part, mais en tout cas, on rappelle qu'il était avec nous pour nous parler donc de son livre Avocat du patron aux éditions Mareuil, donc 50 ans aux côtés donc de Johnny Hallyday en tant qu'avocat, mais aussi en tant qu'ami. Et la semaine prochaine, mon cher Serge, on recevra un auteur qu'on connaît bien dans cette émission, qui devait venir, mais qui au final n'avait pas pu, et qui sera avec nous ce vendredi. On recevra donc Jérémy Classe pour son livre Commandant Solane aux éditions Héloïse d'Ormesson. Chère Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre
pour aider notre cher ami Serge à poser sa question. Alors, c'est un thriller très psychologique sur comment la tragédie de migrants. Il y a 42 corps qui sont retrouvés mutilés et brûlés sur une plage, en fait, qui dérivent. Et du coup, là, une enquête se met en route et on voit toutes les dérives et tout ce que les politiciens ne font pas. Et du coup, c'est très prenant et c'est un thriller que j'invite aussi à lire parce que franchement, on apprend plein de choses également et c'est une enquête qui vaut le détour. Eh bien, écoute, merci en tout cas, Sonia, pour cette description. Alors, toi, Serge, sans faire d'erreur, quelle est la question que tu voudrais poser à notre cher ami Jérémy? Alors, à Jérémy, je ne connais pas son œuvre et je voudrais savoir quelle est sa façon de travailler pour écrire un livre. Eh bien, écoute, merci en tout cas pour cette question. Donc, on lui diffusera ce vendredi. On rappelle qu'on peut retrouver cette émission chaque mercredi et chaque vendredi à 19h30, donc sur Facebook et sur YouTube. Et je profite, puisqu'on est sur le dernier mois avant les vacances, que à partir du mois de septembre, donc pour la saison 2, toutes les émissions seront disponibles sur la page YouTube Entre l'encre et les mots. On aura l'occasion de faire un post prochainement. Et ce que je te propose, Serge, avant de recevoir Séraphine, non, c'est de recevoir notre chère amie Séraphine. Hmm. Je l'attends impatiemment. Et ben elle aussi, je suis sûr, elle attend impatiemment de te recevoir. Allez, tout de suite, Séraphine. Allez, rentre. Notre chère amie Séraphine Matin qui est avec nous, donc qui est la chroniqueuse, la psycho-chroniqueuse de l'émission. Avant de laisser la parole à Séraphine, je voudrais juste, Serge, que tu nous dises un petit peu ce que tu penses de l'émission sur la chronique de Sonia, l'extrait de Marie, les questions avant cette première heure, puisqu'on est déjà à la première heure d'émission. C'est le top. Pour moi, c'est le top parce que vous êtes toute performance, toi aussi. Il n'y a rien à dire. Je passe un moment extrêmement agréable à votre compagnie. Et l'émission, elle est très, très bien structurée. Et voilà, ça roule. Il y a une dynamique. On est content d'être ensemble. Et on passe un très grand moment ensemble. Eh ben, en tout cas, plaisir partagé. En tout cas, merci à toi d'être avec nous. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots aussi avant de te laisser en tête-à-tête avec notre cher ami Serge? Pareil, c'est toujours compliqué quand c'est un ami, parce que Serge est un ami, et du coup, c'est toujours compliqué parce qu'on est, voilà, on est content de l'avoir, on est souriant, on l'entend parler, on l'entend profiter de son moment, et voilà, c'est toujours touchant, donc c'est chouette. Moi, j'ai souri parce que voilà, on est obligé de sourire quand on sent qu'un ami prend du plaisir, on est obligé d'en prendre aussi. Eh ben, en tout cas, on vous laisse tous les deux en tête-à-tête et on rappelle que Serge est avec nous pour ce livre Les deux visages du chaos aux éditions Les Presses Midi. Nous vous écoutons. Oui, mon Serge, c'est toi et moi maintenant. Eh ben, c'est super. Quelle joie. Oui. Dis-moi, tu as commencé par de l'autobiographie. Les deux premiers, ils sont Oui, autobiographiques. absolument. Et du coup, pourquoi ton personnage, il s'appelle Paul? Qui est Paul? Alors, Paul, on va dire, c'est mon idéogramme. Je vais expliquer, parce que c'est vrai que ça Mhm. peut être incohérent. Pour faire l'autobiographie, il aurait fallu que je demande l'autorisation à tous les participants. Et ô combien il y en a, puisqu'il y a 30 ans de récit de vie. Et je voulais pas Mhm. me lancer là-dedans parce qu'il fallait demander autorisation aux producteurs, à l'éditeur, aux musiciens avec lesquels j'avais joué, les gens qui avaient fait partie de mon aventure. Et je voulais pas rentrer là-dedans. Alors du coup, j'ai mis mon deuxième prénom, Paul, parce que Serge Paul, c'est mon deuxième prénom. Et j'ai trouvé que dans la narration, Paul, ça sonnait beaucoup mieux que Serge. Au niveau, par exemple, quand on dit cher Serge, ça accroche. C'est Ah, cher Paul, c'est musical, ça coule. Voilà. mhm. C'est pour ça que j'ai changé le prénom. D'accord, donc plus Paul Simon que Serge Gainsbourg. Ça sonnait Voilà. mieux. Mais j'adore les deux. Bien sûr.
Bien sûr, parce que je me doutais que c'était ton deuxième prénom, parce que je pense que c'était obligatoire qu'il y ait une partie de toi dedans, puisque c'est Ah donc oui, une. oui, oui, bien sûr, voilà. Mais après, si tu veux, c'est moi et c'est pas moi. Donc, personne ne peut. Alors, les gens qui lisent le livre, ils se reconnaissent, mais j'ai changé tous les prénoms. Comme ça, D'accord. il n'y a pas de problème, on ne peut pas me reprocher quoi que ce soit. Oui, Ce tu qui as était plus de important, liberté, tu avais plus c'était, de liberté. voilà, ce qui était important, Mhm. c'était de raconter une époque que j'ai vécue et que beaucoup d'entre nous ont vécue, notamment la révolution culturelle des années 70, qui a été phénoménale et qui a transformé notre vie d'adolescent, puisque on a découvert beaucoup de choses au niveau musical, artistique, etc. Et c'était ça qui était important. Il fallait que je témoigne là-dessus. Après, le reste qu'on s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, c'est pas un problème. C'est Non. l'expérience vécue qui me semblait le plus important à témoigner. Un jour, tu te rends compte que justement ce que tu as vécu, ça mérite d'être raconté, mais entre penser qu'il y a de la matière pour le raconter et le raconter, et donc l'écrire, et se trouver avec une plume assez fine et assez rythmée, assez sympathique. Est-ce que tu as pris des cours? Comment ça s'est passé? Comment tu fais pour avoir cette Non, plume-là, comme ça? non, lorsque j'ai décidé de le faire, je me suis jeté. J'avais pas pris de cours, j'avais aucune formation. Moi, j'ai toujours été quand même intéressé par l'écriture. J'ai écrit de la poésie, des paroles de chansons, tout ça. Mais bon, lorsque j'ai écrit Destination Rock, je l'ai fait avec les moyens du bord. Et à l'époque, j'étais avec mon cahier, mon crayon noir, ma gomme. Après, je me suis un petit peu modernisé avec l'ordinateur. Mais non, j'avais pas de formation. J'ai écrit ces livres avec mon feeling et j'ai mis toute mon âme euh, pour expliquer ce que j'avais à dire. C'est pour ça que ça touche les gens. Et je vais plus loin, ça touche trois générations. D'abord, il y a les plus vieux que moi, parce que dans le premier, je fais un retour, un voyage dans le temps, dans le vieux Marseille. Je fais un hommage à mon grand-père qui a participé à la libération de Marseille, à un oncle qui a été aussi impliqué en tant que maquisard. Et donc, ces gens, lorsque je fais cette narration, ils se reconnaissent. Quand je parle d'enfants, il y avait la cuisinière à charbon, tout ça, ils l'ont vécu, donc ils sont contents que j'en parle. Après, il y a les gens de ma génération qui ont vécu à fond comme moi les années 70, 80, 90, 2000. Et après, il y a les jeunes qui viennent, alors pas beaucoup, mais certains, et ils viennent vers moi parce qu'ils voient Destination Rock. Et ils découvrent les Rolling Stones 40 ans après. Ils me disent, mais vous avez connu? J'ai dit, mais bien sûr, ce sont ces gens-là qui m'ont donné envie de monter sur scène. C'est eux, j'étais fasciné par leur musique. Et ah, mais c'est fabuleux. Alors, eux, ils découvrent Led Zeppelin maintenant. Alors, ils Oui. sont contents d'échanger avec moi parce que moi, j'étais à la source et j'écoutais les disques en boucle. Et quand je leur fais ce témoignage-là, ils ont des yeux complètement remplis d'étoiles et c'est fantastique. Il y a aussi ce côté-là. Et je voudrais juste un truc qui me vient à l'esprit. J'ai fait une dédicace à Château Arnoux et c'était une petite librairie. Et il y a une jeune fille qui rentre, oh, on va dire 18-20 ans, et elle s'assoit à ma table, à mon guéridon, et elle me dit, voilà, j'habite là, je vous suis sur Facebook, et j'aime votre profil, je suis vos publications, j'aime beaucoup. Présentez-moi vos livres. À l'époque, j'avais pas fait encore les deux visages du chaos. Alors, je lui fais l'article, j'explique les deux livres autobiographiques et ils doivent tous mourir. Et après, j'ai dit, mais quel est quel est le livre qui vous intéresse le plus? Alors, elle me regarde, elle me dit, je veux les trois. C'est quand même assez exceptionnel comme achète les trois ou voilà. Et après, j'ai dit, mais quand même, dans mes livres autobiographiques, je parle de choses où vous n'étiez pas né.
comment ça se fait que vous vous intéressez à mes écrits? Il m'a dit, mais c'est très simple. Moi, j'ai un grand-père et un père rocker. Quand je rentre à la maison, j'écoute pas Ah, Joule, j'écoute Led Zeppelin, AC/DC, Van Halen, tous les jours. J'ai cette culture-là depuis que je suis enfant. Alors quand j'ai vu Destination Rock, eh bien évidemment, ça a fait tilt et je suis venu vers vous. Et c'est pour ça que j'achète les livres. Après, le polar, j'ai habité Marseille et j'aime les polars. En plus, les polars qui se passent à Marseille, évidemment, ça m'intéresse. C'est pour ça que je veux les 3 livres. Et voilà, c'est des rencontres comme ça que j'appelle magiques. Et c'est ce qui oui, fait que j'aime aller au-devant des gens et pouvoir converser, échanger avec eux. Ça oui, fait partie d'une oui. richesse de ce monde du livre. Bien sûr. Et ça ressemble à ton parcours en plus. C'est marrant parce que d'avoir cette jeune fille, elle a dû forcément te parler parce que c'est ta vie aussi. C'est d'avoir vécu la musique, d'avoir écrit la musique, puis d'avoir envie ensuite de sentant que tu as une bonne plume et que tu aimes écrire et qu'en plus c'est agréable à lire et que les gens, ça plaît aux gens, du coup tu te mets à vouloir écrire ce que tu aimes lire, forcément. Donc je trouve qu'en Et plus c'est oui, d'autant plus joli que c'est une ça suite ressemble logique, à ta oui. vie Oui, en oui, fait. absolument. Oui. Oui, oui. Oui. Mais du coup, bah, la question, elle coule de source. Maintenant, pour moi, voilà, tu changes de style, tu arrives à une plume plus polar, plus marseillaise, du coup, bien sûr, une plume marseillaise et donc très rock'n'roll. Mais j'étais très étonnée de découvrir une histoire et des moments violents, parce que je ne te connais pas de violence, même si le rock'n'roll est assez dur des fois. Je le sentais pas violent. Et d'avoir une plume et une description de choses assez violentes, j'aimerais savoir d'où ça te sort et d'où ça te vient, ça, parce que c'est pas toi la violence. Non, c'est vrai, c'est pas moi, mais je me projette à travers mes personnages. Et depuis que je suis adolescent, j'ai été habitué à lire des choses percutantes. Quand on lit, par exemple, Stephen King, je suis assez coincé des années C'est sur vrai. lui. Bon, Mm, mm, c'est mm. pas de la romance, Stephen King. C'est très sanguignolant. C'est C'est pire que sûr. moi même. Mais il y a beaucoup de ces livres qui m'ont complètement emporté, transporté même. Après, quand on lit, par exemple, Chatham, c'est pareil, s'il fait pas dans la dentelle, ou Franck Tilliez, tous ces gens miniers, et ça m'attire parce que, justement, c'est dérangeant. C'est pas, on sort un peu de sa zone de confort lorsqu'on lit des livres comme ça. Et Oui, il y a le côté un peu, mais où il va aller dans sa démarche. Et j'ai voulu un peu faire cette démarche-là, c'est-à-dire être dérangeant, que la lectrice ou le lecteur se disent mais où il va nous mener comme ça. Et bon, pour l'instant, j'ai de bons retours et oui, c'est le style qui est comme ça. Alors évidemment, moi, je suis pas du tout impliqué là-dedans, mais j'invente mes personnages et, et je creuse la noirceur des personnages. Et c'est ce côté-là qui est intéressant. Et là, bon, après, lorsque j'ai fait le premier, comme j'ai dit, si je voulais que ça soit percutant, que dès le premier chapitre, le lecteur soit prêt en haleine et envie de savoir où je l'amenais. Et c'était pas évident de garder la dynamique parce que dès que le premier chapitre décolle, il y a 5 policiers qui sont tués. Bon, c'est pas un ou deux, c'est 5 d'un coup. Et après, mhm, ça monte en crescendo jusqu'au bout. Et il fallait à tout prix garder cette dynamique. Parce que s'il y avait une baisse de tension, ça cassait le rythme du récit. Et j'ai oui, tenu le rythme du début jusqu'à la fin. Et dans le deuxième, mm, c'est mm. une autre démarche, mais je tiens aussi le rythme. C'est-à-dire que ça monte en crescendo et il y a cette percussion. Voilà. Et dans le troisième, ça va être encore plus grand. Mais après, je vais changer de registre parce que je ne pourrais pas monter plus haut dans les Alors descriptions. justement, Ouais. le changement de registre, parce que du coup, dans le dernier roman, il est aussi question d'Anubis. Donc on rentre là, du coup, dans la mythologie, on rentre plus dans la Oui. violence. Alors, On depuis que je reste dans suis la violence enfant, pure.
Je suis fasciné par les cultures anciennes. Alors, Anubis, c'est le dieu des morts. Et la culture égyptienne est tellement riche. Et ça m'a toujours intéressé depuis enfant, hein, de comprendre ces vieilles civilisations. Et je me suis servi de ça. Et dans mes livres, que ce soit Ils doivent tous mourir ou les deux visages du chaos, à la fin, les personnages partent dans des pays. Alors toute l'histoire se passe à Marseille, mais à la fin, Mhm. ils partent dans des pays. Alors je ne vais pas citer pour pas révéler, Ah non. mais bon, je sors de Marseille et là on retrouve mon côté voyageur. Et ça me permet Oui. aussi, à travers mon expérience personnelle, de pouvoir témoigner dans mes livres, de faire des descriptions. Mais les gens sentent que c'est pas du pipeau, que c'est réel, parce Mhm. que je donne des descriptions qui sont fidèles, et les gens qui Oui. lisent se reconnaissent en disant, c'est pareil quand je fais des descriptions sur Marseille, il y a des quartiers, Mhm. même les Parisiens, ils se disent, bon là, c'est pas du toc. C'est un Marseillais qui a écrit, qui décrit sa ville, et on sent Oui. que bon, eh ben, il y a du répondant. Et ça, c'est important aussi. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'on appelle ça du polar marseillais, justement, parce qu'il faut qu'on y retrouve cette ville et toute son âme. Et Oui, tu la son âme, connais voilà, son sûrement, esprit. Ouais, ouais. tu la Mais connais après, suffisamment bon, bien pour t'alimenter là-dessus. j'ai aussi envie de sortir de Marseille, ce que je fais d'ailleurs dans les deux et que je vais faire dans le troisième aussi. Ça Voilà, donne c'est ça. Je un me autre demandais, relief, une autre dimension oui. à l'histoire. Ouais. Et je me demandais justement si Anubis, c'était pas une façon aussi de mettre un petit peu le pied à l'extérieur et de nous amener vers les prochains, nous donner un petit indice sur les prochains seront plus mystiques, plus historiques, plus mythiques. Est-ce que tu vas partir du coup vers quelque chose Alors, d'un petit peu plus écoute, mystique, honnêtement, mythique et historique? mon rêve, c'est de faire la trilogie sur Marseille. Je suis en train de réaliser mon rêve. D'accord. Il y en a deux Mhm, qui sont publiés. J'espère que le troisième sera aussi. mhm, Ça, c'est un rêve que je réalise, faire la trilogie sur Marseille. Après, mhm. je ne sais pas sur quoi je vais m'orienter. Voilà. À ce jour, là, je D'accord. travaille sur le troisième. J'arrive vers la fin, mais je ne sais pas après sur quoi je vais rebondir. Tu Voilà. verras, tu te Après, laisseras porter. tu sais, l'écriture, on ne peut pas se forcer. Il y a des gens qui disent, ah, le matin, je me lève, j'écris. Mais pour écrire, il faut avoir des idées. On ne peut pas dire, je me lève, et si on n'a pas d'idées, si on n'a pas d'inspiration. Alors moi, j'écris lorsque j'ai quelque chose à dire. Après, chacun a sa méthode. Il y en a qui font des plans. Moi, je ne fais pas de plans. Je travaille comme ça à l'inspiration. Comme j'ai dit précédemment, j'ai toujours le début et la fin, mais jamais le milieu. Et le milieu Oui, vient une fois que j'ai fait le départ. Hop, je mm, commence et puis après, très souvent, je reviens en arrière parce qu'une idée m'est venue, je vais enrichir un chapitre, mais ça, c'est au déroulement de l'histoire. Et oui, là, le troisième, bon, je suis aux deux tiers du récit, j'arrive vers la fin, mais mon souci, c'est que j'arrive pas à mettre le mot fin. J'ai peur de mettre le mot fin parce que chaque fois, il y a une idée qui vient et je rajoute quelque chose, je modifie. Et bon, après, il y en a ils font le plan, là, ils sont très structurés. Moi, non, je travaille comme ça en fonction de l'idée qui me vient sur le moment. Je peux pas faire un plan. Voilà, j'arrive pas à travailler comme mais ça. ça m'étonne Après, c'est pas. Tu as chacun, la et c'est, musicalité des idées. Mm. oui, voilà, c'est les idées, Comme une l'inspiration du musique qui moment. te vient et oui, oui, mais Oui, ça oui, m'étonne oui, c'est pas. ça. Ça m'étonne Alors, pas ce que que tu je peux travailles dire, comme c'est ça. que Mm, je me force pas. Il y a des moments où j'ai mm. pas d'inspiration, ben j'écris pas. Je, je lis, mais je peux pas me forcer à écrire. Je peux pas, c'est pas possible. Ah non, puis il faut pas. Il faut surtout pas, c'est le meilleur moyen Non, 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 voilà, on peut de pas dire se ou du forcer moins de faire ta c'est comme en musique. Quand on a une idée, on l'exploite, on la met en place, on harmonise. Mais s'il n'y a pas l'idée, on ne peut pas se forcer à écrire une chanson si on n'a pas l'idée. Voilà. Après, bon, il y en a qui ont plein d'idées. Moi, j'ai des idées de temps en temps et je les exploite. Ma dernière question, du coup,
elle va être sur ton personnage féminin, Mélusine. J'aimerais bien que tu me parles de Mélusine parce que je sais que tu es quelqu'un de très sensible, malgré ce côté rock'n'roll et malgré tout ce que tu es capable d'écrire. T'es pas réduit à ça, t'es pas réduit juste à quelques Non, notes non, non, bien sûr. et quelques scènes violentes. Tu es quelqu'un de très sensible et j'aimerais que tu me parles un peu de Mélusine. Et je voudrais savoir si le fait d'avoir un personnage féminin fort et important, est-ce que c'est une façon aussi de mettre un petit peu de ta féminité et de ta sensibilité dans ton écriture? Certainement, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai inventé le personnage de Mélusine, c'est la Marseillaise typique, et elle est très portée sur le sexe. C'est sa particularité. Et voilà, j'ai voulu l'imaginer comme ça, c'est-à-dire que, mais les deux personnages ont quand même un passé très sombre, ils ont eu une enfance pourrie et une adolescence, ils ont eu beaucoup de peine de cœur. Et voilà, dans les premiers, j'en parle peu, dans le troisième, j'en parlais plus, pour les mettre plus en lumière et pour expliquer leur mal de vivre. Voilà. Et ils vont se rencontrer, et en fait, ils se rencontrent tous les deux, mais ce sont des écorchés vifs. Et ils vont tomber amoureux, il va y avoir une passion entre eux, parce que justement, ils se complètent. Et chacun va réparer les blessures de l'autre. Et j'ai Et imaginé ça comme ça. quelle part de toi il y a en eux alors? Et en elle tout particulièrement? Ben, je me projette toujours à travers mes personnages. Il y a toujours une part de moi à travers tous les personnages et à travers mon expérience de vie, à travers euh, ce- les voyages, les gens que j'ai pu rencontrer, les situations que j'ai pu vivre. Et je transpose dans mes personnages. Donc il y a forcément un petit peu de toi. Il y a toujours un Ah, peu de voilà, moi, évidemment, oui, oui. Effectivement, il y a toujours. Oui. Après, c'est voilà, plus ou moins exagéré aussi, hein. bien J'exagère sûr, c'est le beaucoup. principe. Ouais, ouais. Bien sûr, c'est le principe même de l'écriture, mais c'est ça que je voulais souligner aussi, c'est qu'au-delà Mm. de cette violence et de ce côté rock'n'roll, il y a aussi quelqu'un de doué, parce que c'est pas donné à tout le monde de d'écrire aussi vite, en aussi peu de temps, des livres qui vraiment qui ont bonne presse, qui ont bon retour, et c'est pas donné à tout le monde. Donc tu as la plume facile, comme tu avais la basse facile visiblement, et du coup c'est chouette. Voilà, donc c'est ça que je voulais souligner ça, la personne que tu es, la sensibilité que tu as, le talent indéniable que tu as, avec voilà cette fraîcheur, cette gouaille toute marseillaise que tu as. Voilà, donc je te remercie énormément. Je suis super contente Mais moi pu, aussi, ouais, ouais, d'avoir moi pu aussi, je te remercie infiniment. Ouais. te présenter ce soir. Ben, tu sais, honnêtement, quand je viens dans votre émission, je suis comme à la maison. Florian, je le rencontre sur les salons, ça fait longtemps on se connaît. Et chaque fois que je fais participer à votre émission, Sonia, bon, Marie, c'est les faits. Pour moi, c'est des faits parce qu'elle sublime chaque fois mes récits et ça me touche, ça me plaît, Ouais. ça me plaît énormément. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Mm. Bah, écoute, plaisir partagé. Merci beaucoup, Serge. Merci à toi. Merci de cette rencontre et de cette analyse et de toutes les questions. J'espère que j'ai répondu suffisamment aux questions. T'inquiète pas. Très bien. Ne Merci beaucoup. t'inquiète pas. Merci beaucoup à tous les deux. On discutait avec Sonia en coulisses, on aurait pu rester vous écouter pendant des heures tellement c'était intéressant ce que vous disiez, hein. Franchement, on apprend aussi à te connaître, Serge, et on avoue effectivement que ces questions à Séraphine qui va toujours creuser, gratter, hein, ce Ouais, qui nous ouais, ouais. intéresse dans cette émission, entre l'encre et les mots, bah là, on a su qui était, et c'était Serge Bertrand avec nous ce soir. Donc vraiment, merci à toi, Serge, et merci, Séraphine. Merci Merci à vous Serge. tous. Ouais. Merci. Voilà. De rien, chef. Donc, en tout, Oui. donc, en tout cas, il y a juste une dernière question, effectivement. Ah oui, Euh, oui, oui. La question ah de ouais, dernière heure, ouais, c'est la plus voilà, importante. la question de dernière heure, juste avant de finir cette émission et rappeler rapidement après qui viendra avec nous vendredi, c'est René qui nous dit Serge, vous êtes compositeur d'écriture, avez-vous été compositeur de musique? Ben oui, bien sûr. Oui, oui,
Oui. Ben, j'ai été musicien pendant presque 30 ans. Oui. Alors, je me prétends pas un compositeur, parce que le compositeur, si on va citer par exemple McCartney, il est capable de faire le tempo de batterie, la partie de basse, la partie guitare, la mélodie du chant, les arrangements. Voilà, lui, c'est un compositeur. Moi, je me prétends pas au niveau musique un compositeur, je me prétends un musicien. J'ai été capable de faire la ligne de basse dans les morceaux et de participer à l'écriture des textes des chansons. Voilà, mais j'aurais été incapable de faire les arrangements, les parties guitare, les parties clavier. J'ai pas ce niveau-là. Mais j'ai toujours fait mes lignes de basse et souvent j'amenais une ligne de basse et ça devenait un morceau. Voilà. Alors, dans ce sens, je ne me prétends pas un compositeur, mais j'ai été tout le temps un bassiste. Voilà, la basse, c'est quand même la rythmique du morceau, c'est la percussion qui va avec la batterie et c'est le poumon du morceau, c'est la pulsation. Eh ben, écoute, en tout cas, merci Serge pour cette émission et ces réponses. Il y a Frédéric qui nous dit merci beaucoup pour cette émission. Vraiment, merci à toi, Frédéric, d'avoir été avec nous. On rappelle, Serge, que tu es venu nous parler ce soir donc, de ton 4e roman, ton 2e polar, Les 2 visages du chaos aux éditions Les Presses du Midi. On a vraiment passé un très bon moment avec toi. Voilà, on a entendu effectivement ce que tu as dit tout à l'heure avec Séraphine. Donc, c'est nous qui te remercions d'être venu partager ce moment avec nous. C'est toujours un plaisir de te rencontrer sur les salons et de te recevoir dans cette émission, que ça soit pour la chronique de Sonia, l'extrait de Marie. Et maintenant, tu l'as vu, ce nouvel épisode avec j'allais dire, oui, la chronique de Séraphine, le portrait de Séraphine. Oui. Voilà, tu as vu. C'est fabuleux. Bon. Alors, ce que je voulais dire, c'est que là, j'écris le 3e, dont mon but, c'est de faire la trilogie sur Marseille. Et je donne un petit scoop. Ça va être très méchant. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Encore Eh oui, eh oui, eh oui. Donc vu que tu es venu chaque année, on aura peut-être l'occasion de se revoir en 2026. Ah ben, je l'espère vivement, bien sûr. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi. Donc, on rappelle, Entre l'encre et les mots, que vous pouvez retrouver chaque mercredi et chaque vendredi. N'hésite pas, Serge, à venir nous saluer. On fait toujours de très belles rencontres. J'ai pour habitude souvent de dire, on finit dans cette émission en disant, allez rencontrer les auteurs sur les salons, dans les librairies. On y fait toujours de très belles rencontres. Dans cette émission, on s'en rencontre chaque mois, qu'on reçoit des grands auteurs, des auteurs nationaux, des auteurs régionaux, des auteurs locaux. On reçoit tout le monde dans cette émission parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est même si tu as critiqué un petit peu Maxime Chatham, Sonia, encore, elle est gentille, elle n'a rien dit, mais attention. Là, elle va faire chafouin. Elle va être chafouin. C'était la seule et unique fois. Il n'a pas critiqué. La fée lectrice, elle va pas être contente. Ah non, mais attends, Sonia, j'ai pas critiqué Maxime Chatham, j'ai dit que j'adorais. Au contraire. Eh oui, il m'a Sois même attentif. C'est bien. Frantilliez aussi, pour moi, ce sont des grands maîtres du polar. Après, c'est vrai que c'est gore, c'est violent, mais il y a quand même Il une façon critiquait pas, il d'écrire disait que c'était encore pire que lui. Ah bah ça, oui, c'est sûr, je confirme. Et bon, en tout cas, merci. Non, Chatham est pire que toi. Moi Ah ben oui, j'espère bien quand même. Oui. Alors, ce que je voudrais dire aussi avant de vous quitter, c'est aux gens qui nous suivent, c'est que j'ai un site Facebook tout public où il y a toute mon actualité et les gens qui veulent me rejoindre, toutes les semaines, j'annonce mes prochaines dates. Ça permet les gens de chaque région de venir me retrouver. Eh bien, écoute, on peut le suivre. On sait, comme tu l'as dit, que tu es chaque week-end sur des salons, sur des librairies. Donc, en tout cas, voilà, ne pas hésiter à suivre ton actualité pour savoir où tu seras prochainement sur Facebook et Instagram. Et on l'a vu également aussi tout à l'heure qu'on pouvait te retrouver avec plus d'informations sur le site lespressesdumidi.com. Voilà, donc vraiment merci à toi, Serge, d'avoir été avec nous. Et je voudrais juste, avant de terminer, que Sonia nous rappelle rapidement, effectivement,
pour ce vendredi 4 juillet, 19h30, Jérémy Classe qui viendra nous présenter son livre Commandant Solane aux éditions Héloïse d'Ormesson. Chère Sonia, pour terminer, rappelle-nous un petit peu de quoi parle ce livre pour donner envie aux gens de venir nous écouter vendredi. Voilà, donc c'est 42 corps qui échouent sur une plage, 42 corps mutilés et carbonisés. Et toute une histoire autour des migrants et de la façon dont ils ont quitté leur pays et que malheureusement, ils n'ont pas pu arriver sur nos terres en un seul morceau, si je puis dire. Et voilà, quoi. L'enjeu politique il est fort dans ce livre aussi. Et on apprend le pourquoi du comment. Voilà. Et donc, d'un pays à l'autre, ils se renvoient la balle. Eh bien, écoute, en tout cas, à découvrir ce vendredi 19h30, donc pour écouter Jérémy Classe, hein, comme ce soir, vous venez en direct, vous posez vos questions en direct, le but du jeu pour l'auteur, c'est d'y répondre. En tout cas, on a passé un agréable moment. Merci à toi, Serge, d'avoir été avec nous encore une fois. Maintenant que tu es venu dans Entre l'encre et les mots, tu sais que tu reviens quand tu veux. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Donc, comme on le dit souvent, allez voir les auteurs sur des salons, lisez des livres. Allez les rencontrer en librairie également. On y fait toujours de très belles rencontres et on le remarque chaque fois dans cette émission. Bonne fin de semaine à vous. À vendredi. Et merci les filles encore pour votre professionnalisme. À bientôt. Ciao, ciao. Merci à vous tous. Merci infiniment. À bientôt. Merci. Merci Serge. Au revoir Serge. Merci à vous. Mmh.